Alors, j'aimerais rebondir une seconde sur la Libye, parce que c'est fondamental, ce que tu disais. Kadhafi, je crois l'avoir dit ici lors d'une précédente conférence, mais comme il y a beaucoup plus de monde qu'à la précédente conférence, je vais le redire. Kadhafi était un personnage qui avait une vision politique, qui avait une vision géopolitique. Il a été présenté comme un farceur, comme un original. Il avait des côtés assez originaux, c'est certain. Vestimentairement, oui. Mais il avait surtout une vision politique. Kadhafi, à la différence des actuels chefs responsables politiques de Libye, n'est pas un homme du littoral. Tous les chefs qui, à l'heure actuelle, dirigent la Libye sont des hommes qui sont les héritiers des grandes familles bourgeoises citadines qui étaient tournées vers la Méditerranée et vers le monde ottoman. Et j'allais dire que le pays réel de la Libye, c'était l'intérieur. C'était les populations nomades. Et ces habitants des villes ont toujours vécu en Libye dans la terreur des raids que les nomades pouvaient lancer sur ces villes. Et Kadhafi faisait partie d'une tribu fort intéressante, la tribu des Khadafa, qui est une tribu, si vous avez la carte de la Libye en tête, et si vous mettez Sirte, vous voyez Sirte, le golfe des Sirtes, et si vous tracez une ligne depuis les Sirtes jusque vers le sud, jusque vers les frontières du Tchad, vous avez très exactement la ligne de partage entre la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Encore la longue durée, déjà à l'époque gréco-égyptienne, la Cyrénaïque regardait vers le Nil et la Tripolitaine regardait vers Carthage. Et lorsque l'Empire romain s'est séparé, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, la frontière en Afrique était dans le golfe des Sirtes. Vous voyez cette permanence de l'histoire et de la géographie. Et Kadhafi appartenait à une tribu peu nombreuse au point de vue humain, 70 000, 80 000 personnes, mais essentielle dans l'histoire de cette région. Car c'était une tribu de grands nomades. Quelle est la différence entre le grand nomade et le petit nomade? Le petit nomade élève des moutons et des chèvres, c'est-à-dire qu'il est collé à 200 km du littoral. Le grand nomade élève des dromadaires et il traverse le Sahara. Et la tribu de Kadhafi était une tribu de grands nomades. Et Kadhafi a été bercé toute son enfance par les récits que racontaient ses oncles, ses cousins, ses parents, du temps béni des grandes caravanes transsahariennes. Ce qui fait que pour Kadhafi, la Libye, c'était l'Afrique. Ce n'était pas tellement le monde méditerranéen. Et c'est pour cela qu'il a eu une politique à la fois avec les Touaregs, c'est pour ça qu'il a eu une politique avec les Toubous, parce qu'il avait pris conscience de cette réalité qui était que les populations qui vivent dans le Sahara ne sont pas les populations d'Afrique du Nord et ne sont pas les populations du Bilad al-Soudan, du pays des Noirs. Il l'avait compris. Il l'a mal expliqué, et surtout son projet est arrivé au moment de la guerre froide, au moment de l'opposition des blocs, etc., ce qui fait qu'il a été pris comme un déstabilisateur. Mais l'idée qu'avait Kadhafi de créer une sorte de fédération des populations sahariennes était une grande idée. Une idée, bien entendu, imparfaite. Mais c'est pour cela que j'aime bien parler de cela, parce que, en plus, la manière dont a fini Kadhafi, qui est une manière absolument ignoble, la façon dont nous lui avons fait une guerre d'extermination, alors que cet homme avait un projet. Voilà. Donc simplement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la Libye. Et j'aimerais rebondir sur un troisième point, sur l'exploitation du fait ethnique par les pays du Nord. Je vais prendre l'exemple des États-Unis et du Rwanda. Les États-Unis, à la différence des Français, partent du réel. Et ils se servent du réel pour accomplir leur politique. J'allais presque dire leur forfait, disons leur politique. Tandis que nous, Français, refusons le réel ethnique et nous essayons de nous débrouiller par d'autres moyens pour gérer la situation africaine. Au moment où la Sorbonne et les hautes études en sciences sociales disaient que les Tutsis et les Hutus avaient été créés par les missionnaires et par les colonisateurs, les Américains avaient compris que l'appui donné aux Tutsis allait leur permettre d'évincer complètement la France de toute l'Afrique centrale
et de ses tentatives de pénétration en Afrique orientale. Et les Américains avaient compris qu'en s'appuyant, alors eux qui parlent des droits de l'homme, eux qui parlent de la démocratie, en s'appuyant sur un peuple minoritaire, c'est-à-dire les Tutsis, qui sont 10%, mais qui ont une forte conscience identitaire, qui ont une forte tendance militaire, ce sont des gens organisés, c'est les fondateurs du Rwanda, du Burundi, ce sont des fondateurs d'État. En s'appuyant sur cette minorité, ça allait leur permettre de déstabiliser complètement la partie de l'Afrique centrale de façon à pouvoir jouer leur propre jeu politique. Donc, ce que disait Soral tout à l'heure est parfaitement exact. Ils vont utiliser les réalités ethniques que nous nions au nom des droits de l'homme, et eux vont s'en servir pour déstabiliser, avec l'argument des droits de l'homme, mais pour finalement faire leurs bonnes affaires et s'installer dans cette région. À l'heure actuelle, le président du Rwanda, Kagame, est véritablement l'homme des Américains. C'est l'homme c'est véritablement le relais de l'influence américaine et israélienne également dans cette partie de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'intéresse pas que les Américains et les Européens. Toutes les grandes puissances ont des intérêts en Afrique, les Chinois, les Indiens. C'est une énorme réserve de matières premières, il ne faut pas oublier. Oui, énorme réserve de matières premières. Donc très peu exploitée, donc très peu exploitée. C'est l'avenir, quoi. Et donc, c'est... Oui, avec c'est pour ça qu'on ne laissera pas les Africains, comment dirais-je, se diriger eux-mêmes, quand on parlait de ce vœu pieux tout à l'heure, parce qu'il est évident que dans cette concurrence de grandes puissances, États-Unis, Chine, dans laquelle participent forcément les Russes et l'Europe, etc., un des plus gros réservoirs de matières premières, et de toutes les matières premières, parce qu'il y a tout en Afrique, c'est l'Afrique. Donc il est évident que ce processus colonial pervers au nom des droits de l'homme ne peut que continuer et même s'aggraver. On voit bien d'ailleurs que l'Afrique est à feu et à sang, l'Afrique centrale en ce moment est à feu et à sang, parce qu'évidemment, respecter les Africains et les laisser se débrouiller entre eux voudrait dire en gros, à la limite, devenir simplement client des Africains et acheter les matières premières au prix où ils veulent bien nous les vendre, ce qui était d'ailleurs la situation de Kadhafi. Et c'est à cette situation-là qu'on a mis un terme, c'est-à-dire toujours pareil, l'échange inégal. On achète les matières premières au prix qu'on veut en les extrayant nous-mêmes et on empêche le développement. Après, on peut parler du développement et on les oblige à acheter des produits finis très chers. C'est toujours ça le rapport de domination nord-sud. Donc ce qui est certain, c'est que non seulement cette réalité ethnique est indépassable, mais que comme les prédateurs impériaux n'abandonneront pas l'Afrique à elle-même, pas à cause de ses habitants, mais à cause de son sous-sol, la souffrance de l'Afrique, la fin de la souffrance de l'Afrique n'est pas pour demain. Ça, c'est aussi une certitude dont on doit avoir conscience. C'est pour ça que, à part faire un commentaire, je ne vois pas très bien, d'ailleurs, ça serait un peu impérialiste d'y penser, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire demain pour empêcher le chaos africain de se généraliser. Je crois que malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Je sais pas ce que tu en penses. Non, parce que l'on dit bien sûr les frontières. Certes, les frontières constituent une cause aggravante, mais paradoxalement, si vous prenez l'histoire de l'Afrique depuis les indépendances, il n'y a quasiment pas eu de guerre pour des frontières. En dehors de la guerre du Sahara occidental, rivalité algéro-marocaine, mais qui est un cas particulier. En dehors de la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais c'est un problème de décolonisation interne de l'Éthiopie. En dehors de 2 ou 3 petits affrontements qui ont pu avoir lieu ici ou là, les frontières n'ont pas généré des conflits extérieurs. Les frontières génèrent des crises intérieures. Car les frontières sont des prisons, ce sont des barbelés qui enferment des peuples. Plus grave encore que couper des peuples, car les frontières coupent des peuples. Mais plus grave, elles forcent à vivre ensemble des peuples qui n'ont jamais vécu ensemble, qui n'ont jamais voulu vivre ensemble. Je pense que l'aspect négatif et chrysogène de la frontière est plus important par l'aspect rassemblement que par l'aspect séparation. Même si l'aspect séparation est un traumatisme, car l'on voit les ethnies coupées entre plusieurs. Pour moi, l'exemple le plus clair, c'est l'exemple de l'ethnie des Bakongos. Les Bakongos qui vivent sur l'enclave du Cabinda, sur le Congo-Brazzaville, sur le Zaïre et sur le nord de l'Angola. Donc l'ancien grand royaume de Congo qui est éclaté entre 4 ou 5 pays. Et cet ancien royaume de Congo qui pourrait très bien avoir une existence autonome parfaite, puisque tout le pétrole de l'Angola est tiré du royaume de Congo.
à Cabinda, etc. Et Congo-Brazzaville, même chose. Alors ça, c'est un problème. Mais il y a plus grave, il y a le fait de faire vivre ensemble des populations qui, soit se détestent... Alors prenons l'exemple du Mali. Voilà, là, on est en plein dedans, l'exemple du Mali. L'affaire du Mali n'est pas une affaire islamiste. Ça, c'est du baratin pour les petits-enfants. Le phénomène islamiste, j'allais dire, c'est la surinfection de la plaie. La guerre du Mali existe depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, les populations sahariennes, essentiellement touaregs et maures, tentent de pousser vers le sud, vers le fleuve. Pour une raison très simple, le fleuve, c'est l'eau. Et il faut bien faire voir les troupeaux. Et périodiquement, le long du fleuve, se créent des grands États. Des grands États qui sont des États noirs. Royaume de Ghana, Empire de Mali, Empire Songhai. Et quand ces États existent, ils arrivent à contrôler les Touaregs et les Maures, ils les tiennent dans le désert, où ils établissent des partenariats avec eux pour le commerce transsaharien jusque vers l'Afrique du Nord, vers le Maghreb. Or, là, nous sommes dans une phase qui est une phase nouvelle, qui fait que la conquête coloniale a rassemblé au sein de mêmes États ces populations qui étaient les radieurs et les radiés. Les nomades du Nord qui descendaient régulièrement radier les villages sédentaires du Sud, et les sédentaires du Sud qui devaient être les plus nombreux possibles pour se défendre contre les razzias venus du Nord. Voilà que nous mettons dans la même cage le renard et le poulet. Bon. Il est bien évident que ça ne peut que mal se passer. Sauf intervention extérieure. Sauf intervention extérieure. Ce qui justifie une présence militaire pour obliger ces gens-là à vivre ensemble, alors que dès qu'on s'en va... Regardez ce qui a failli se passer à Kidal et à Ménaka. L'armée française, qui avait passé un accord avec les Touaregs ont aidé l'armée française en échange d'une promesse de l'armée française qui était de ne pas laisser monter l'armée malienne. Parce que l'armée malienne a suffisamment ethnocidé dans le monde touareg et maure pour que ces populations s'en méfient. Les Touaregs et les Maures ne sont pas innocents non plus. Mais je ne blâme ni ne loue, nous racontons. Notre problème n'est pas de juger, n'est-ce pas? Et voilà que finalement, que disent les Maliens? Enfin, certes, les Français, vous êtes bien gentils. Merci de nous avoir sauvés. Merci. Mais nous sommes un pays indépendant. De quel droit l'armée qui nous a sauvés, qui est l'armée de l'ancien colonisateur, peut-il interdire à la glorieuse armée malienne de remonter et prendre la totalité du territoire? Oui, mais on s'est entendu que les Touaregs, donc les Maliens ont voulu monter. Les Touaregs ont dit, s'ils montent, on les flingue. Et, l'armée française était là au milieu. Ce qui fait qu'il a fallu négocier avec les uns et les autres. Mais cette négociation ne durera pas éternellement, à moins de recoloniser le Mali. Si l'armée française partira un jour ou l'autre. Comme le problème politique entre les nordistes et les sudistes n'a pas été réglé, la guerre reprendra. L'islam n'a rien à voir là-dedans. Cette guerre existait avant l'islam. L'islamisme va être un élément, je dis, c'est la surinfection de la plaie. Mais ce n'est pas la cause de la plaie. Alors nous prenons toujours des vessies pour des lanternes et l'analyse est toujours faussée, tout simplement parce que nous avons affaire soit à des gens qui nient la réalité, soit à des gens qui sont malhonnêtes, qui sont malhonnêtes, et souvent les deux. Je voulais rebondir justement sur quand tu parlais d'un homme, une voix, qui est la notion du pouvoir quantitatif. Dans ce monde qui est le monde traditionnel, il y a essentiellement deux catégories d'êtres, un peu comme chez nous avant. Il y a les sédentaires producteurs et les nomades plutôt prédateurs. Et là, il y a des différences qui sont admises dans tous ces univers-là, qui sont des différences qualitatives. C'est-à-dire que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le nomade, du fait qu'il est plus guerrier et qu'il est plus prédateur, se considère comme supérieur au sédentaire qui est devenu un producteur relativement désarmé. Alors il y a deux dimensions qualitatives. Il y a d'abord qu'il faut beaucoup plus de sédentaires pour lutter contre moins de nomades qui sont en général des guerriers mobiles. Et deuxièmement, parce que le système de valeurs traditionnel fait que le guerrier est toujours supérieur à celui qui cultive. Ce qui veut dire que dans des endroits où le petit nombre de nomades s'estime supérieur et donc habilité à dominer politiquement un grand nombre de sédentaires dominés mais plus nombreux, la démocratie vient foutre en l'air cette hiérarchie traditionnelle
et créer des ressentiments et de violences terribles. Ce qui veut bien dire que la lecture quantitative et purement mathématique n'a aucune valeur, parce qu'effectivement, c'est un peu ce que Kadhafi nous a démontré. Lui, appartenant à une tribu de grands nomades, d'ailleurs il est mort comme un grand nomade, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé se planquer ailleurs, il est mort avec ses fils d'ailleurs, il a respecté toutes les traditions effectivement de ces nomades combattants et mobiles. Il a essayé une sortie. Et ça a failli. Il aurait pu se barrer en Arabie Saoudite, oui, comme à Ben Ali ou je sais pas quoi, ou à Moubarak. Il est resté fidèle à sa tradition parce que il est mort dans l'honneur en réalité, comme justement un type qui monte sur des chameaux et pas sur des chèvres. Et en fait, de comprendre que ces valeurs hiérarchiques ne sont pas basées sur le plus grand nombre, mais sur la fonction, et de bien distinguer ce qu'on essaye de nous faire oublier chez nous, le distinguo justement entre sédentaire et entre nomade, et que le nomade est toujours plus ou moins un prédateur, c'est-à-dire effectivement un homme qui vit soit du commerce, soit de la razzia, parce que c'est celui qui se déplace, et que quand on se déplace, on travaille moins, on produit moins, parce que pour produire, il faut se fixer, de nier ces réalités profondes, qu'on nie d'ailleurs chez nous en douce, puisque nous sommes aussi dominés par des prédateurs nomades, mais d'un autre type chez nous. Je ne vais pas aborder d'autres sujets plus gênants, parce qu'ils ont muté, effectivement. C'est effectivement ne pas voir effectivement comment l'injonction de la démocratie quantitative est une insulte terrible à des gens qui s'estiment supérieurs et qui le sont de fait dans le rapport de force. Voilà. Donc ça, c'était une violence. Et une autre remarque que je voulais faire, c'était sur l'idée, puisque c'était le titre de la conférence, vision ethnique ou vision de classe. Pour qu'on accède à une société de classe, c'est le grand sociologue marxiste Kluskar qui l'a bien démontré, il faut passer par une structure de la parenté qui s'appelle l'exogamie monogamique, c'est-à-dire sortir de la division familiale du travail et de la famille élargie. Tant qu'on est dans la division familiale du travail et la famille élargie, la lecture de classe a peu de valeur, parce qu'en réalité, elle n'a pas encore pu s'imposer. C'est-à-dire que dire quelle est la bourgeoisie dans telle société, non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire plutôt quelle est l'ethnie dominante et comment, par sa famille élargie, elle règne. Et en général, la famille élargie contient et du bourgeois et du prolétaire. Simplement, il y a une continuité de solidarité qui constitue une force. Et ce qui veut bien dire que quand on parle de rapport de classe sans qu'on ait accédé à la réalité à une réalité de classe réellement par cette structure de la parenté historique qui s'appelle l'exogamie monogamique, et donc on est sorti radicalement de l'endogamie par cette injonction qui est notre réalité à nous, c'est-à-dire que nous on doit se marier, je veux dire pratiquement obligatoirement en dehors de la famille, alors que là-bas c'est plutôt l'inverse, on maintient la force de la tribu en restant à l'intérieur. Cette lecture de classe n'a pas beaucoup de valeur, et c'est pour ça aussi je dis, les vrais marxistes sérieux qui maîtrisent effectivement le matérialisme historique et ses structures, ne tombent pas dans la naïveté de projeter une lecture de classe sur une société qui n'a pas accédé, et qui n'y accédera peut-être jamais, mais en tout cas qui n'a pas suivi le même processus matérialiste historique pour accéder à une lecture où la lecture de classe est la plus valide, même s'il y a toujours un peu de lecture de classe. Et donc ça veut bien dire que le marxiste réellement compétent, qui ne prend pas le marxisme pour une religion ou pour un truc de lourdingue, rejoint en réalité l'analyse traditionnaliste, au moins dans le constat. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur quantitatif, qualitatif, nomade, prédateur et sédentaire, producteur, et aussi société de classe impliquant l'exogamie monogamique généralisée en termes de structure de la parenté, ce qui n'est pas le cas d'une réalité qui est encore ethno-tribale. Voilà. Alors je rebondis à mon tour sur cette question qui m'intéresse parce que en fait c'est le sujet de ma thèse de doctorat d'État en 6 tomes, voilà, sur le rapport nomade sédentaire dans la région interlacus de l'Afrique orientale. C'est une question fondamentale parce que, en dehors des chasseurs-cueilleurs-récolteurs qui vivaient dans des milieux refuges résiduels, l'Afrique traditionnelle était une Afrique divisée en 2 grands ensembles, les pasteurs et les sédentaires, les agriculteurs, avec bien entendu des sous-différences qui étaient excessivement complexes. Mais grosso modo, il y avait les agriculteurs sédentaires et les pasteurs. Or, les pasteurs n'ont pas toujours constitué des États. Mais quand des États se sont constitués dans les grandes zones mixtes, ce sont les pasteurs qui les ont constitués. Et les pasteurs ont toujours été minoritaires. Pourquoi ? Parce que, alors que dans la société africaine traditionnelle, la notion de contrôle des naissances est un tabou absolu, une abomination, chez les pasteurs, le contrôle des naissances était une obligation. Pour des raisons fonctionnelles. Pour des raisons fonctionnelles, parce que le pasteur alignait le croix
croix humains sur le croix des vaches. Ils savaient, ou des dromadaires. Ils savaient très bien que trop de bovins ou trop de camelins sur un pâturage entraînait la mort du troupeau. Or, ils vivaient du troupeau. Donc, ils ont toujours aligné leur croix humain sur les possibilités du bétail. Le problème est qu'ils vivaient confrontés à des populations qui, elles, avaient une toute autre philosophie de l'existence. Les agriculteurs sédentaires, qui, eux, au contraire, croissaient et multipliaient. Plus il y aura de bras, et plus on pourra défricher. Plus on défrichera, et plus on aura des greniers importants. Plus on aura des greniers importants, et plus on aura des vassaux. Et plus on aura des vassaux, et plus on pourra se défendre précisément contre les nomades du désert. Donc, deux mentalités totalement différentes. Dans l'une, le culte de la minorité. Dans l'autre, le culte de la reproduction, de l'abondance humaine. Ceci va entraîner des différences psychologiques considérables. Parce que le pasteur, qui est moins nombreux, nous sommes dans des logiques totalement non occidentales, au sens européen du terme. Il n'est de légitimité chez nous que des majorités. Pas du tout. Dans les sociétés pastorales, où l'on va cultiver, au contraire, l'aspect de la minorité, il va falloir tirer parti de la minorité pour réussir à s'imposer aux majorités voisines et qui appartiennent à des ethnies ou à des races différentes. Alors comment va-t-on le faire? Par la richesse, par l'aspect guerrier, par certaines vertus que l'on appelle des vertus sociales négatives, qui, chez nous, paraissent comme des crimes ou des délits, mais qui, dans les sociétés pastorales, vont être au contraire des grandes vertus, le mensonge, la dissimulation. Par exemple, je vous prends un exemple très simple dans une société que je connais bien, qui est la société de l'ancien Rwanda Tutsi. Pour qu'un jeune Tutsi puisse accéder à un rang de commandement, je parle d'un jeune Tutsi de bonne famille, il fallait qu'il ait compris la phrase suivante. Alors vous allez bien réfléchir et vous allez voir que l'aspect, c'est assez compliqué. Quand tu es assis à côté de ton frère, arrange-toi pour lui brûler le dos avec un fer rouge. Et quand ton frère se retourne vers toi, avec un visage exprimant à la fois douleur et étonnement, il faut que ton propre visage dégage une telle impression que ton frère puisse se dire « Quelle chance j'ai dans ma douleur d'avoir un frère qui m'aime autant ». Voilà. Alors, s'ils avaient compris cela, on pouvait peut-être commencer à les éduquer pour devenir des chefs. Donc, deux mentalités complètement différentes, deux sociétés complètement différentes, à la fois par le nombre, à la fois par l'orientation, à la fois par l'allure, par j'allais dire, la philosophie, la Weltanschauung, comme diraient les Allemands, la philosophie de l'existence, c'est le monde environnement, la façon de vivre dans l'environnement. Voilà qui est fondamental. Voilà pourquoi l'ethnographie, l'ethnologie est fondamentale. Voilà pourquoi on ne peut pas faire d'explication politique de l'Afrique si on ne fait pas de l'ethnologie, si on ne fait pas de l'histoire, si on ne fait pas de la géographie. C'est fondamental. Voilà, donc deux, trois petits points. Je crois qu'on a tout dit à peu près là. Sur En fait, on a fait que débroussailler toute la naïveté et les mensonges de la projection de l'idéologie des droits de l'homme et de la démocratie sur un continent qui n'a pas grand-chose à voir avec ça. Et sans penser d'ailleurs que c'est totalement étranger à notre monde, simplement ça correspond peut-être, on va oser le dire, à notre monde d'il y a plusieurs millénaires ou plusieurs siècles, peut-être. Donc c'est vrai que ça... c'est d'ailleurs ce que disent les progressistes. Et quand, le discours très très agressif de Sarkozy, quand il a dit qu'il reprochait aux Africains de ne pas être entrés dans l'histoire, il voulait dire qu'ils n'étaient pas rentrés dans la nôtre, dans cette accélération de l'histoire qui a été la nôtre à un moment donné, qui est à partir de la Renaissance, qui a donné la société industrielle. Mais quand on voit les fruits de cette civilisation, à part sur le plan technicien, on est obligé d'admettre la supériorité technicienne, on ne sait pas trop où puiser l'arrogance pour exiger de ces gens-là, effectivement, qui rentrent dans la société de l'obésité, du rap, je le place parce que c'est la mode en ce moment. Des vieux dans les asiles. Des vieux dans les asiles, et des Attali, et du mariage homosexuel. Et du mariage pour tous, voilà.
Donc on finit là où on a commencé, c'est effectivement respecter l'Afrique, c'est essayer de la comprendre dans sa complexité, voir finalement à la fois comment il y a certains invariants humains, effectivement, de l'intérêt bien compris, qu'il n'y a pas d'idéalisme à projeter sur l'Africain qui, d'un seul coup, serait le bon sauvage, qui d'ailleurs, je l'ai déjà démontré, n'existe pas chez Rousseau, c'est encore une mauvaise lecture de Rousseau. Il y a finalement, en faisant ce travail, je dirais, de connaissance, de complexité et quelque part d'humilité, un début effectivement de conclusion qui est de dire, nous devrions laisser les Africains se débrouiller entre eux. Deuxièmement, malheureusement, quand on a dit ça, on sait que ça risque d'être un vœu pieux, car les grandes puissances, effectivement impériales, rivales, voient l'Afrique non pas comme un peuple à élever vers les droits de l'homme, mais une réserve naturelle de prédation en termes de matières premières et même en termes de camps de vacances et de safari, parce que finalement, ce que les gens aiment en Afrique, c'est l'Afrique, et ce qu'ils détestent, c'est les Africains, quand on s'en rend bien compte. C'est-à-dire que si on peut, à la limite, s'en débarrasser en douce par le sida, et une chose d'ailleurs dont on pourrait parler, qui recouvre des tas d'autres choses, il y a aussi cette idée-là, c'est que qui a réellement envie que l'Afrique devienne autonome et que les Africains prennent possession de l'Afrique et qui croissent et qui multiplient dans l'abondance, en réalité, si on cherche, pratiquement personne. Ce n'est pas la vision des Africains eux-mêmes, de ceux qui dirigent l'Afrique, ce n'est pas la vision ni l'intérêt des impériaux. Donc, on peut se contenter pour l'instant effectivement de se hisser au niveau de la complexité du sujet, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Absolument. Pour arrêter au moins de dire des bêtises. Comme voilà. Sarkozy, je rebondis également sur Sarkozy. Sarkozy, dans son discours de Dakar, qui n'a probablement pas écrit lui-même, s'est inscrit très exactement dans la lignée de Jules Ferry. Ouais. La République coloniale de la gauche colonisatrice. Souvenez-vous, et là je fais toujours le parallèle entre deux visions de l'Afrique, entre la vision jacobine, républicaine et de gauche, qui va être parfaitement bien illustrée par Léon Blum à l'Assemblée nationale en 1934 ou 1935, qui dit « Il est du devoir des peuples supérieurs d'apporter la civilisation aux peuples qui ne l'ont pas encore connue. » C'était déjà une situation de Jules Ferry. Hein. Oui, c'est une phrase de Ferry. Qu'il reprend. Au même moment... Et François Hollande est venu, le premier type devant qui il s'est prosterné après son élection, c'est Jules Ferry. Donc c'est vraiment une continuité maçonnique de gauche. Au même moment, le maréchal Lyautey, qui est un catholique de droite, un légitimiste, un monarchiste, mais qui est surtout un ethno-différentialiste, parce que les autres sont des universalistes. Lyautey est un ethno-différentialiste. Lyautey dit non, les Africains ne sont pas inférieurs, ils sont autres. La notion d'inférieur, de supérieur est une notion de gauche, c'est une notion issue des droits de l'homme, de la République. Pourquoi ? La France n'est plus la fille aînée de l'Église, elle est la fille aînée des droits de l'homme. Les tables de la loi démocratique lui sont tombées sur la tête avec la Révolution française, et il est du devoir, parce que la France est généreuse, il est du devoir de faire connaître au monde. La France ne doit pas garder pour elle ces tables de la loi démocratique. Le devoir de la France est de coloniser pour faire connaître au monde entier la bonne parole démocratique qui est tombée à la suite des philosophes du XVIIIe siècle. Et ceci va être une constante dans la République coloniale, une constante de gauche. Alors le drame, c'est que les gens de droite vont être embarqués là-dedans. Alors les gens de droite, au départ... la droite légitimiste, dans les années 1880, est tout à fait contre la colonisation. Elle est qui est également un piège tendu par l'Allemagne pour que la France abandonne la compétition européenne pour se tourner vers la colonisation, qui est en général la garantie, avec les marchés captifs coloniaux, d'une baisse du niveau de la production sur le plan scientifique. C'est pour ça qu'à un moment, les Allemands, qui eux jouent le marché intérieur européen, deviennent les meilleurs en physique-chimie, parce qu'ils sont obligés de jouer la qualité des produits, alors que nous pouvons vendre à un marché captif colonial de la drouille, vous voyez. Et ce débat qui a eu lieu à l'Assemblée déjà à l'époque, ceux qui étaient contre la colonisation disaient « Ne tombons pas dans le piège de Bismarck, ce sont les Allemands qui veulent nous pousser à la colonisation pour qu'on leur abandonne l'Europe. » Et c'est vrai que le combat intra-européen exigeait une excellence sur le plan technicien bien supérieure. Et donc on peut aussi comprendre la question comme ça. Nous sommes fait avoir d'une certaine manière en rentrant dans cette compétition coloniale avec l'Angleterre que nous ne pouvions que perdre en plus. Allons plus loin. Poussons ton raisonnement jusqu'à l'époque contemporaine. Le fait d'avoir un marché colonial protégé va tuer une partie de l'industrie française
Tandis que des pays comme l'Allemagne, la Hollande, qui ont eu la chance de perdre leur colonie, l'Allemagne en 18, la Hollande en 46 avec l'Indonésie, ou les pays qui n'ont jamais eu de colonie en Europe, eux, ont dû, au lendemain du second conflit mondial, au moment où l'Europe se reconstruisait, partir dans la modernisation la plus totale, pendant que nous avons vécu à l'abri des marchés protégés. Ce qui fait que le jour où l'Empire n'a plus existé, eh bien les fabriques de chéchia de Roubaix sont tombées, les fabriques de savon de Marseille ou de corderie de Marseille sont tombées, et l'industrie française n'avait pas fait le grand bond. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, dans la période 60-80, que les pays qui étaient les plus en retard en Europe étaient les pays qui avaient gardé le plus longtemps un empire colonial. Le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, etc. Alors que ceux qui étaient en avance, la Suède, l'Allemagne, la Hollande, pays qui n'avaient pas... Qui sont des bons arguments pour être anticolonialistes sans tomber dans la repentance et les réparations. Il y a tout à fait un bon argumentaire anticolonial, de dire que toute cette aventure était, à part pour ceux qui en ont tiré profit, qu'on va appeler l'oligarchie maçonnique et comme on disait après, et plutocrate, j'enlève un des termes pour pas retomber dans les mauvaises périodes, c'est parce que eux, effectivement, se sont fait des sous. Le peuple français, lui, n'en a pas tiré grand avantage, à part s'extasier sur l'épopée des revues en couleur, parce que ça le faisait rêver de voir le général Bugeaud, etc. Mais le peuple français, agricole et ouvrier, n'a pas tiré profit de la colonisation. Il a regardé ça comme un match de football, d'une certaine manière. On lui a vendu comme une espèce d'épopée où on rivalise avec les autres et où on domine facilement. Ça n'a enrichi qu'un très petit nombre de gens, toujours les mêmes d'ailleurs, qui sont d'ailleurs toujours là. C'est pour ça que pour détricoter tout ça, c'est dire la colonisation n'était pas l'intérêt du peuple de France. Le peuple de France n'y a pas participé, on fait le remarquer aussi, puisque depuis les guerres napoléoniennes, la France est un pays grand et peu peuplé, avec une grande richesse agricole qui fait qu'il n'y a pas de misère pour que les gens émigrent violemment comme les Italiens du Sud ou les Irlandais. Donc c'est aussi l'échec de la colonisation fait que les Français ont regardé le spectacle de la colonisation dans la revue des Deux Mondes, mais n'y sont pas allés. Il faut oublier que l'Algérie était colonisée beaucoup par des Maltais, par des Espagnols, par des Portugais, et par très peu de Français, et tellement peu qu'à un moment donné, démographiquement en 1950, il n'y a pas assez de Français, ce qui n'est pas le cas de la colonisation des États-Unis, où à la fin, il y a beaucoup plus de colonisateurs que d'Indiens. Vous voyez, c'est aussi ça qui fait le jeu. C'est pour ça que tout ça, ce sont des bons arguments. La colonisation, il ne fallait pas la faire. Le peuple français n'y avait pas intérêt. Il ne l'a pas fait. On ne lui a pas demandé son avis. C'est pas lui qui s'est enrichi. La droite catholique était contre. C'était un piège tendu par l'Allemagne, finalement, pour qu'on perde notre domination sur l'Europe. L'Europe, où au moins là, c'était une rivalité entre nous, c'est-à-dire entre peuples qui avaient la même histoire et la même épistémologie. Entre cousins. Entre cousins, on va dire. Donc tout ça, c'est un bon matériau pour être à la fois anticolonialiste sans tomber dans tout le baratin insupportable de la repentance et de la réparation. Ça correspond ni au logiciel d'un guerrier berbère, ni au logiciel français. Ça, voilà, donc, et ça, je le dis à nos amis issus de la colonisation, ne prenez pas ces armes-là pour lutter, car ce ne sont pas les vôtres, elles ne correspondent pas ni à votre tradition, ni à votre morale, et vous subirez la même déboire que le cran, à qui on a dit récemment, vous le savez, votre souffrance de la déportation esclavagiste est tellement incommensurable qu'elle est inchiffrable, donc vous ne toucherez rien. Voilà. Je leur avais déjà annoncé, moi, et maintenant ils commencent à s'énerver. Pour revenir à ce point également, la colonisation a enrichi des Français et elle a ruiné la France. Et elle a ruiné la France dès le début. Dès le début, pourquoi ? Parce que le pari de Jules Ferry était le suivant. Nous allons faire de bonnes affaires aux colonies, et comme nous allons faire de bonnes affaires aux colonies, le capitalisme va investir aux colonies. Manque de chance, à la veille de la guerre de 14, donc au moment véritablement où l'Empire était le plus puissant, les investissements privés français dans la totalité de l'Empire, je dis bien dans la totalité de l'Empire, étaient inférieurs aux investissements français dans le seul Empire ottoman. Ça veut dire que dès avant 14, le capitalisme français, et Jacques Marseille l'a bien montré dans sa thèse, s'était détourné des colonies. Pourquoi ? Car ce n'étaient pas des marchés rentables. Pourquoi n'étaient-ce pas des marchés rentables ? Parce que pour mettre en valeur, il fallait ouvrir des routes, faire des pistes, créer des infrastructures. Le capitalisme n'était pas intéressé par cela. Les seuls qui étaient intéressés, c'étaient les commerçants directement, qui allaient faire du commerce de traite. On vend des barils de rhum,
on ramasse ces devises, on voit de l'argent, autre chose. Les militaires étaient intéressés, et ce qu'on appelle les cadets de la bourgeoisie, et par exemple les Corses, ceux à qui on donnait la gestion coloniale. Mais c'est autre chose. Oui. C'est la gestion coloniale et la fabrication de la colonie. Mais je parle au point de vue économique. Oui, ce qui fait que, très rapidement, l'État français, qui s'était créé des contraintes de souveraineté, a dû se substituer au capitalisme défaillant. Comment l'État français s'est-il substitué ? Par l'emprunt. Donc, l'emprunt a retiré des fonds disponibles dans le bas de laine de nos arrière-grands-parents, fonds qui auraient pu être utilisés à créer des industries, des infrastructures en Europe, pour aller créer en Afrique les infrastructures nécessaires à la mise en valeur qui avaient été négligées par les capitalistes. Et tout ceci était chiffré. La thèse de Jacques Marseille, ce qui explique un ancien marxiste. Ce qui explique la décolonisation. Parce que la décolonisation, c'est quoi? C'est les avantages de la colonisation sans ses désavantages. C'est-à-dire, on ne garde que l'échange inégal économique discret, mais on supprime les routes, les drapeaux français, les casernes, l'hôpital, etc. Tout ce qui faisait la fierté, en fait, du soldat et du citoyen français à distance, qui était cette plus grande France, c'est-à-dire le fait qu'on puisse voir effectivement le drapeau français flotter de Brest à Tamanrasset, ou j'en sais rien. Et en fait, la décolonisation, c'est le début de la colonisation intelligente, on va le dire, du point de vue français. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la rente coloniale sans les coûts exorbitants de la représentation française. Voilà. Et c'est ça le plus pervers, c'est qu'en fait on a commencé à faire de la colonisation efficace au moment de la décolonisation en donnant les indépendances. Et vous savez qu'il n'y a eu qu'un seul référendum pour l'indépendance, je crois qu'il a été perdu, et que les indépendances ont été imposées sans jamais demander l'avis aux populations locales, parce qu'on s'est rendu compte que peut-être elles seraient contre, en réalité. Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, elles, ce qu'elles voulaient, souvent, c'était être intégrées réellement, totalement, et à égalité dans l'Empire français, qui était l'idée, effectivement, d'avoir tous la citoyenneté. C'est pour ça que la colonisation est un énorme mensonge, et la décolonisation est la continuation du même mensonge. Voilà. Et en réalité, la décolonisation, c'est continuer à exploiter les matières premières, mais en ne finançant plus en échange, des hôpitaux, et en ne s'occupant plus de la baisse de la mortalité par des vaccinations, etc. Ce qui effectivement est dans une vraie logique du capital, c'est-à-dire un capital qui ne fait plus de droits de l'homme, voilà. Et qui laisse d'ailleurs cette gestion des droits de l'homme au privé à travers des associations comme Médecins sans frontières, etc. C'est-à-dire la charité privée, qui est en général un autre outil de manipulation. C'est pour ça que quand on s'intéresse à toute cette question, effectivement, qui dépasse l'Afrique, mais où l'Afrique est une question centrale, mais on pourrait après parler de l'Asie, on arrive effectivement à détricoter toute l'histoire officielle de A à Z, y compris la colonisation, la décolonisation, l'anticolonialisme, soi-disant ce qu'on peut appeler l'africanisme, etc., etc. Et je pense que c'est l'intérêt ce soir de cette discussion, parce que moi je réfléchis à ce qu'il dit et je balance mes petits trucs à moi. On se retrouve assez proche pour ceux qui y pensaient, parce que j'ai lu sur les commentaires du site les mails critiques, c'était Lugan n'a pas le droit de parler de l'Afrique, il est blanc, ce qui est très dangereux, ce genre d'essentialisme raciste, parce que ça veut dire qu'ici, tous ceux qui ne sont pas français blancs, pour pouvoir parler, il faut d'abord qu'ils retraversent la Méditerranée. On les entendra moins. C'est très dangereux de commencer à dire ce genre de conneries. On a le droit de parler d'Afrique que si on est africain, parce qu'on a le droit de parler de la France que si on est français de souche. Après, on peut donner le nombre de générations, oui. Parce que toi, tu es né en Afrique. Ah oui, donc, selon le droit français, tu es africain. Ah oui. Puisque c'est... Bah oui, parce qu'on est dans le droit du sol chez nous. Donc il faut éviter ce genre de dangereuses bêtises essentialisto-racialistes qui se pensent de gauche et qui sont en fait totalement d'extrême droite, si on réfléchit au concept. Bah si, l'essentialo-racialisme, pour un type de gauche, c'est de droite. Oui. Ah oui, c'est très ambigu comme critique. Donc ça permet aussi d'éclairer que cette vision finalement... est très historico-géographico-ethniciste de l'Afrique, de Lugan, est une vision très utile, très respectable, et qui n'est pas tant de droite que ça, puisque finalement, ses conclusions sont à peu près... C'est le réel. Oui, mais même ses conclusions sont à peu près les mêmes que les nôtres. C'est plutôt... on devrait, les Africains, se gérer entre eux. On devrait, finalement, ne pas faire d'impérialisme constitutionnel en les laissant produire des constitutions qui correspondent à leur réalité historique, ce qui serait d'ailleurs très intéressant, puisque ça produirait des alternatives constitutionnelles... des différences de gestion politique qui seraient intéressantes. Donc, c'est Lyoté qui dit en arrivant au Maroc, surtout, ce que je dois éviter, je ne veux pas algérianiser le Maroc. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire surtout ne pas appliquer les systèmes de gestion appliqués depuis 1870. Parce que jusqu'avant 1870, l'administration d'Algérie était une administration militaire, avec les bureaux arabes, qui défendaient les populations précisément contre la spoliation de certains rapaces. Et au lendemain de la révolution, de la chute de l'Empire, Napoléon III, en 1870, qui arrive au pouvoir? Ce sont les démocrates universalistes, avec Crémieux, avec toute l'équipe Gambetta, avec Jules Ferry, et qui vont du jour au lendemain plaquer sur l'Algérie l'administration française. Le préfet du Nord va devenir demain le préfet de Constantine, alors qu'auparavant, les officiers des affaires indigènes sur place, les bureaux arabes, qu'on appelait les bureaux arabes, parlaient les langues, connaissaient les dialectes de chaque sous-région, etc. Et du jour au lendemain, l'on veut couler l'Algérie dans le moule jacobin français. Voilà, c'est là que tout a dérapé. Et Lyautey, qui lui, je l'ai dit, est un ethno-différentialiste, est un authentique homme de droite, et qui est dit non, surtout pas, ne pas algérianiser le Maroc, c'est-à-dire garder les institutions du Maroc. Je suis le premier serviteur du sultan, dit Lyautey. Lyautey va ressortir des vieilles lois qui étaient tombées en désuétude pour, au contraire, remettre le côté chérifien en avant. Et Lyautey va tout faire pour restaurer le Maroc dans ce qu'il avait de plus profond. Résultat, au Maroc, Lyautey est encore aimé. Et surtout, le contentieux, comment dirais-je, post-colonial est bien moins violent avec les Marocains qu'avec les Algériens, parce que la manière dont c'est un protectorat. C'est un protectorat. La manière dont les Français se sont, on va dire, l'administration française, l'État français, parce que les Français c'est toujours une abstraction, se sont comportés au Maroc, fait qu'il y a beaucoup moins de détestation des Français au Maroc que de détestation des Français en Algérie. Donc, ça veut bien dire que cette gestion qui respecte ethno-différentialiste, en dernière instance, produit, on le constate, moins de violence et moins de ressentiment. C'est-à-dire que les Algériens ne nous remercient pas beaucoup aujourd'hui finalement de l'avoir imposé un modèle constitutionnel étatique qui est d'ailleurs le leur complètement. Ils le ressentent, même s'ils l'ont adopté totalement, ils le ressentent comme une violence. C'est assez paradoxal. En fait, ils l'ont totalement intégré, mais en même temps, ils nous le reprochent et ils le ressentent comme une violence. Mais imaginons que le Maroc ait été confié, au moment du protectorat, à un grand préfet de la République. Le Maroc aurait été massacré. Et le Maroc ne serait pas passé à travers les mailles républicaines. Et Lyautey était un grand lord colonial, et Lyautey... D'ailleurs, Lyautey a été chassé par qui, du Maroc? Par Pétain. C'est Pétain qui est un républicain, parce que Lyautey est un monarchiste. La grande opposition Pétain-Lyautey, c'est l'opposition de l'officier colonial brillant, et l'autre, l'officier métropolitain, qui a une carrière brillante à la fin, mais toute sa vie un peu triste. Les garnisons de Champagne, ça n'a pas le prestige de la vallée de la Moulouya ou des grands raids dans la plaine de Guersif. Et donc, Pétain va arriver au Maroc au moment de la guerre du Rif, alors que Lyautey est en train de la gagner, cette guerre du Rif, d'une manière traditionnelle. Lyautey ne veut pas éliminer Abdelkrim. Parce que Lyautey se rend compte qu'Abdelkrim est un grand bonhomme, et Lyautey veut faire avec Abdelkrim comme il avait fait avec les grands chefs berbères, les Zayan, les Zaïd Serrouchen, les Zaïd Adidou, etc., qui s'étaient battus héroïquement contre les Français et qui finalement avaient déposé les armes, mais d'une manière noble et chevaleresque, et Lyautey a pris sur lui le dépôt d'armes de ces tribus pour remettre cette fidélité au sultan, car ces tribus ne voulaient pas directement prêter la beïa au sultan. Et par l'intermédiaire de Lyautey, elles ne se déconsidéraient pas, puisqu'elles faisaient transmettre leur hommage par celui qui les avait vaincus. Et il voulait faire la même chose avec Abdelkrim, de façon à ramener Abdelkrim dans l'entité marocaine. Pétain est envoyé par la République française, et Pétain dit pas du tout, ça c'est des histoires de coloniaux, il faut faire la guerre. Et Pétain va faire la guerre du Rif et va procéder à ce que l'on peut appeler un génocide dans le Rif. Parce que la manière dont la guerre du Rif a été menée, alors que Lyautey était en train de la gagner par le jeu des tribus et par les alliances et par les discussions, par la politique du prestige,
Pétain va faire bombarder, etc., etc. C'est donc la grande... Et Pétain, qui est donc bien en cours à Paris, va faire partir Lyautey du Maroc. Donc Lyautey va démissionner, va rentrer, et du coup, le Rif va être soumis à un déluge de feu et d'acier. Résultat, dans les années 1954-55, quand des événements vont se produire au moment de la lutte pour l'indépendance au Maroc, eh bien, le Haut Atlas ne bougera pas, le Moyen Atlas ne bougera pas, va bouger le Rif, parce que le souvenir de la répression des années 25-30 est encore là, et ça va être un nouveau feu qui va démarrer, et le gouvernement marocain, après le départ des Français, va avoir beaucoup de mal à reprendre en main cette région du Rif. Donc voilà, deux conceptions différentes. Pétain, l'officier républicain, qui va adopter la méthode française comme en Champagne, on bombarde et on avance, et Lyautey qui, lui, au contraire, connaît les tribus, joue des uns et des autres, essaye d'influencer les uns ou les autres, non pas pour éliminer Abdelkrim, mais pour le ramener avec lui. C'est une conception complètement différente. Petite remarque, ce qui est triste dans tout ça, c'est que la gauche qui porte cette épopée coloniale, aujourd'hui, la reproche à la droite, qui n'en voulait pas et qui aujourd'hui l'assume bêtement par, je dirais, patriotisme un peu naïf. Parce que vous, qui avez été élevé à l'école de la République, pensez tous que la colonisation c'est de droite et que la gauche était contre. Alors historiquement, c'est exactement l'inverse. Et c'est là où on voit cette malhonnêteté, je dirais pas éternelle, mais constante de cette gauche menteuse permanente. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on nous apprend en gros que la colonisation est une histoire de droite à laquelle s'est opposée la gauche. Et les pires d'ailleurs anticoloniaux sont ceux qui se sont plus sucrés. Je rappellerai comme meilleur exemple Mendès France. Mendès France qui incarne soi-disant cette gauche de la décolonisation et dont toute la fortune familiale vient du trafic d'esclaves. Ce sont des séfarades portugais de la très grande bourgeoisie dont la fortune immense vient du commerce triangulaire. Et ce mensonge est constant et profondément, pour celui qui a la culture, je dirais pas insupportable, mais très très agaçant, parce que c'est toujours les pires qui nous donnent des leçons, et toujours ceux finalement qui n'ont rien à se reprocher, qui par culture chrétienne se sentent que si on leur reproche quelque chose, c'est que ça doit être vrai, et qui prennent la faute sur eux, alors que finalement ils sont souvent pour pas grand-chose. Non, mais parce que tu as la culture pour. Mais beaucoup de gens aujourd'hui prennent... J'ai encore parlé avec un chauffeur de taxi tout à l'heure en prenant mon train, qui était un jeune turco-marocain qui m'avait reconnu et qui m'a sorti un nombre de conneries sur Le Pen. Il était très sympa, hein, et j'ai mis un quart d'heure et à la fin, il a voulu faire une photo avec moi. En un quart d'heure, j'ai réussi à détricoter à peu près toutes les conneries qu'on lui avait dit sur Le Pen. Il avait gobé, malgré lui, tout le catéchisme de la gauche socialiste mitterrandienne. Et comme il avait je dirais une espèce de virilité et d'honnêteté naturelle, bah tout ce qu'on a mis dans la gueule se tournait en agressivité stupide. Finalement, contre qui ? Contre le Français de souche, avec qui, finalement, en valeur absolue, il a le plus de parenté psychologique. Et il se trouvait finalement soumis, malgré lui, aux pires manipulateurs, qui devraient être normalement les gens qui le méprisent le plus et qui lui ressemblent le moins. Donc, moi, je conclurai là-dessus. Hein, voilà, parce que c'est une des grandes tristesses. Et d'où l'intérêt de produire ce genre de conférence dans le but d'élever le niveau de culture et de finesse et de complexité. Il n'y a pas de conclusion positive à tout ça. À la fin, il n'y a pas... on touche pas d'argent, quoi. Hein. Je veux dire, c'est simplement... On pose le problème de manière suffisamment complexe pour qu'il n'y ait plus de réponse simpliste qui pourrait déboucher sur de l'agressivité et de la violence. Parce que quand on pose les questions dans leur complexité, en général, ça empêche la violence bête, directe et binaire. C'est justement dans la guerre du Rif. Hein. On est dans la subtilité, et en général, la subtilité produit moins... et la complexité produit moins de morts, on va dire, que les grandes idées simples. Hein, où on rassemble deux camps, et puis après, on les fait s'entretuer jusqu'au dernier, quoi. Voilà.